Quand on pense au pouvoir dans une entreprise, on imagine tout de suite le PDG, les directeurs, et pourtant, le vrai pouvoir, il n'est pas toujours là où on le croit. Bien souvent, les personnes les plus influentes n'ont, sur le papier, aucun titre officiel. C'est justement ces dynamiques un peu cachées qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, prenons un exemple qui a fait grand bruit. On est en 2022. Kylian Mbappé, simple joueur de l'équipe de France de foot, arrive à mettre toute la Fédération française de football en difficulté. Attention, on ne parle pas du président de la Fédé, ni du sélectionneur, non, un joueur. La question c'est, mais comment c'est possible ? Pour remettre un peu de contexte, c'est assez simple, Mbappé refuse de s'associer à certaines marques partenaires de l'équipe de France. Un simple refus a priori, sauf que ça déclenche une crise énorme au point de forcer la fédération à revoir toutes ses conventions. C'est vraiment l'exemple parfait qui nous montre que décidément, le pouvoir n'est pas toujours là où on pense le trouver. Bon, pour essayer de démêler cette histoire, il faut commencer par la base. Et la base, c'est de bien faire la différence entre deux concepts qu'on utilise souvent l'un pour l'autre, mais qui ne veulent pas dire la même chose. Le pouvoir et l'autorité. Alors, c'est quoi la différence ? D'un côté, on a le pouvoir. C'est en gros la capacité de faire quelque chose à quelqu'un, même s'il n'en a pas envie. C'est une logique de contrainte. Et de l'autre, il y a l'autorité. Là, c'est différent. C'est un pouvoir qui est accepté, qui est vu comme légitime. On obéit volontairement. Et voilà notre premier indice. On peut donc avoir énormément de pouvoir sans pour autant avoir la moindre autorité officielle. Ok, donc l'autorité, c'est un pouvoir légitime. Mais d'où vient cette légitimité ? Pour ça, on va faire un petit détour par un grand nom de la sociologie, Max Weber, qui a justement classé les différentes formes d'autorité. D'après Weber, il y en a principalement 3. La première, c'est l'autorité charismatique. Pensez à quelqu'un comme Steve Jobs. Son influence venait de sa personnalité, de sa vision. Ensuite, il y a l'autorité traditionnelle. Ça, c'est basé sur la coutume, l'héritage, l'héritier qui reprend l'entreprise familiale, par exemple. Et enfin, la plus classique dans nos organisations, l'autorité rationnelle légale. C'est tout simple, elle est liée à une position, à un titre, à des règles. Voilà les sources officielles de l'autorité. Le souci, c'est que si on essaye d'appliquer ça à notre histoire de départ, ça ne colle pas vraiment. Mbappé n'a aucune autorité traditionnelle, et pas d'autorité légale non plus, il n'a pas le poste pour. On pourrait évoquer son charisme, bien sûr, mais ça semble un peu léger pour expliquer comment un seul homme a pu faire plier une institution aussi puissante. Alors, la vraie clé de l'énigme, on la doit à 2 sociologues français, Michel Crozier et Erhard Friedberg. Et ils ont mis le doigt sur un concept absolument génial qui va tout éclairer, ce qu'ils appellent la zone d'incertitude. Une zone d'incertitude, qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, c'est assez simple à imaginer. C'est une partie de l'organisation qui est un peu floue, qui n'est pas complètement couverte par les règles, par les procédures. C'est une sorte d'angle mort dans la structure. Un espace où personne ne sait exactement quoi faire, et ça laisse une sacrée marge de manœuvre. Et là, on arrive à la phrase clé de Crozier, celle qui résume tout. Tenez-vous bien, le pouvoir naît de la maîtrise d'une zone d'incertitude. C'est aussi simple et aussi puissant que ça. Le vrai pouvoir, ce n'est pas le titre sur la carte de visite, c'est le contrôle d'un de ces angles morts dont tout le monde dépend. Crozier et Friedberg vont même plus loin. Ils identifient 4 grandes sources de pouvoir liées à ces zones. La première, c'est la maîtrise d'une compétence unique, un savoir-faire si rare qu'il vous rend presque irremplaçable. La deuxième, c'est de contrôler les relations avec l'extérieur. La troisième, c'est de maîtriser l'info. Et enfin, la quatrième, c'est de connaître les règles du jeu sur le bout des doigts, au point de pouvoir les utiliser à son avantage. Ok, maintenant qu'on a cet outil d'analyse génial, la zone d'incertitude, on peut enfin revenir à notre histoire de départ. On va voir comment ça nous permet de décrypter le pouvoir de Kylian Mbappé. Et là, vous allez voir, ça s'emboîte parfaitement. Le pouvoir de Mbappé, il ne sort pas d'un chapeau. C'est la conséquence directe de sa maîtrise, non pas d'une, mais de 2 de ces fameuses zones d'incertitude, qui sont vitales pour la fédération. Alors, la première zone d'incertitude, elle est évidente, c'est sa compétence. Son talent de footballeur est tellement exceptionnel, tellement rare, que l'organisation devient dépendante de lui. C'est une source de pouvoir absolument énorme. Et la deuxième, c'est la maîtrise de la relation avec l'environnement. Son image de marque, sa popularité mondiale, c'est un lien crucial avec l'extérieur pour la fédération. Et c'est lui, et lui seul, qui en détient les clés. Et voilà, la boucle est bouclée. On voit bien que son pouvoir n'a rien à voir avec un statut officiel, il n'écrit nulle part dans un organigramme. Non, il découle directement de sa capacité à maîtriser ces 2 zones floues mais vitales pour l'organisation. C'est exactement ça le pouvoir informé. Bon, savoir d'où vient le pouvoir, c'est une chose. Mais une fois qu'on l'a, qu'il soit formel ou informel, la grande question c'est comment on s'en sert ? Comment on l'exerce au quotidien pour influencer un groupe ? Et là, on passe du pouvoir au leadership. Et sur le leadership, il y a eu des tas de théories pour essayer de classer les différentes manières de diriger. Si on prend par exemple les modèles de Kurt Lewin ou de Renzi Slickert,
on voit qu'il y a tout un éventail de possibilités. Ça va du style très autoritaire, où tout est contrôlé d'en haut, jusqu'au style très participatif qui repose sur la confiance et la coopération. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces recherches pointent dans la même direction. Les travaux de Likert, notamment, sont très clairs là-dessus. Plus un style de management est participatif, plus il est basé sur la confiance et l'implication de tout le monde, et bien plus la performance et la motivation des équipes sont solides sur long terme. Pour aller encore un peu plus loin, on peut citer Blake et Mouton qui apportent une nuance super importante avec leur fameuse grille managériale. Pour eux, un bon leadership, c'est avant tout une question d'équilibre. L'idée, c'est de jongler en permanence entre deux choses, l'attention qu'on porte aux résultats, aux objectifs, et l'attention qu'on porte aux gens qui produisent ces résultats. Alors, pour conclure tout ça, la prochaine fois qu'on se demande qui a vraiment le pouvoir dans une organisation, il faut peut-être regarder au-delà des apparences. Oublions un instant les titres et les organigrammes et posons-nous la vraie question. Qui maîtrise les zones d'incertitude? Qui détient cette compétence unique, cette information cruciale, cette relation indispensable? Parce que bien souvent, c'est précisément là que se niche le véritable pouvoir.